Alors, je ne sais pas si on peut vraiment commencer parce que Dominique m'avait dit que tout le monde serait équipé d'une bouée et de brassards, parce qu'on part sur la mer comme territoire. Je trouve un titre absolument magnifique pour cet échange, la mer comme territoire, parce que un territoire, ben, nous imaginons des limites, construire une barrière, pourquoi pas une maison, mais sur la mer, ça fait plouf, ça marche pas. Alors pourquoi cette idée de la mer comme territoire? Qui veut répondre là-dessus? Allez, Rebecca. Bonjour à tous. En fait, l'idée de la mer comme territoire est une idée de se dire que la mer n'est pas une barrière, mais plutôt un moyen de se déplacer, de voyager. Et en fait, c'est la mer qui fait le lien entre la côte ouest de la France et la Grande-Bretagne ou les îles britanniques, si vous voulez, d'où je viens. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous faisons ce débat ensemble. Et donc, j'espère qu'on va voir quand nous allons avancer un petit peu dans nos discussions cette idée de mobilité, de voyage, de transport qui fait circuler les produits, les personnes et les idées. Et dans cette histoire, c'est bien de commencer par la géographie. Moi, je vois trois espaces différents. Donc, bon, l'Angleterre, ça c'est une chose, mais c'est vrai que en me projetant sur la géographie politique actuelle, il y a la France, et puis bah, après, c'est plus la France. Mais malgré tout, quand on regarde la carte, on voit qu'il y a la Manche et la mer du Nord. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois espaces différents et qu'il n'y a peut-être pas une continuité comme c'est le cas aujourd'hui, avec une frontière avec la France et la Belgique, ou est-ce qu'à ce moment-là, on peut considérer que tout cet espace de la côte, de la Manche et de la mer du Nord, c'est assez homogène? Pour, euh, pour, pour ce qui est de la période qui nous intéresse, nous, qui est l'âge du bronze, à partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ, il y a vraiment une connexion Manche-Mer du Nord, voilà, avec les mêmes cultures qui se trouvent aussi bien aux Pays-Bas qu'en Belgique, en France et dans le sud de l'Angleterre. Il y a des géographes rouennais qui avaient travaillé sur cet espace-là. Ils appelaient ça la mare, en fait, la Manche et la mer du Nord, en disant que c'était une mare et qu'autour, il y avait tout le territoire qui se développait, qui correspond à la frange littorale. Et je trouve que l'image est pas mal. Ouais, c'est bien ça, cette notion de mare, parce que il y a quelque chose qui est toujours difficile à appréhender pour les historiens, les historiennes de la mer, c'est la représentation de la mer. Comment se représente-t-on la mer? Mais pour l'archéologue, dès lors, c'est extrêmement difficile, parce que la représentation mentale, voilà, faut atteindre, c'est complexe. Il faut utiliser d'autres outils. Quels sont les outils dont vous bénéficiez? Pour lire les contacts transmanche, Ouais, pour réfléchir à ça, au rapport à la mer. Euh, alors le rapport à la mer, on le lit indirectement, mais on constate qu'on a les mêmes cultures matérielles de part et d'autre, et après on cherche ce qui fait le lien, donc forcément il y a la mer au milieu, mais on a la chance pour l'âge du bronze, en tout cas pour la partie médiane de l'âge du bronze, d'avoir en plus des épaves de bateaux. Voilà. Pas du côté français parce qu'on a un petit retard sur la recherche par rapport à l'estran, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en tout cas voilà, du côté anglais on a des bateaux, plusieurs, hein, on a une petite dizaine, hein, aussi bien au nord de l'Angleterre que dans le sud de l'Angleterre. C'est peut-être parce que nos bateaux flottaient mieux, hein. C'est les Anglais qui avaient des bateaux qui On coulaient. va essayer de vous montrer à quoi ressemble un bateau de l'âge du bronze. Ouais, Enfin, un des bateaux. Celui de. Voilà, ça c'est le plus connu. C'est pas là qu'il y en a le plus, hein, c'est celui de Douvres, donc qui est vraiment de l'autre côté du Channel. Et c'est une fouille de 92 faite par un archéologue qui s'appelle Peter Clark, qui a fouillé une moitié de bateau, très bien conservé, hein, à 6 mètres de profondeur. Un bateau qui est magnifique, c'est un vrai bateau. Là, on n'est plus dans la pirogue qu'on peut avoir au néolithique ou durant la préhistoire. Hein, c'est un bateau cousu, enfin, c'est des planches qui sont cousues entre elles, qui sont calfatées. Voilà, on est sur quelque chose de très abouti au niveau technologique, ce qui veut dire qu'il y a forcément des bateaux un peu plus vieux qu'on n'a pas encore trouvés. Hein. Mais voilà, on a des bateaux à l'âge du bronze qui circulent, on a même des épaves. Alors pour les épaves, les bateaux généralement ne sont pas conservés parce que ça brasse beaucoup, mais on a le contenu des épaves de l'âge du bronze au niveau de la Cornouaille par exemple. ah oui, quand on trouve des choses sous l'eau, on se dit c'est bien arrivé par quelque chose. Donc le bateau n'est plus là, mais il existait. Rebecca Pic, dans cette étude, bah là, on est chez vous, quoi. On est à Douvres. Oui. Non, mais c'est fascinant de voir un bateau
complexe. Ça ne veut pas dire qu'au même moment, il n'y avait pas des bateaux plus simples, hein, bien sûr, parce que tout se superpose, on le sait bien, en histoire. Si on voulait s'amuser à faire une chronologie de l'évolution du bateau, il y a eu ce mot pirogue, c'est peut-être ça à la base, en fait. Bon, déjà, on jette un tronc, on creuse un peu pour être plus à l'aise et ça flotte. Ah bah là, ce n'est pas un tronc, en effet, ce sont des planches de bois qui ont été liées ensemble, donc à la fois par des cordes, et pour le rendre navigable, entre les petits interstices, on mettait de la mousse, on mettait du suif, c'est ça, et du miel. Donc ça le rendait étanche et ça permettait donc de naviguer dans ce vaisseau. Et surtout, il faut pas. C'était probablement un bateau à rames. Donc il faut imaginer peut-être, voilà. Donc là vous avez un très bon exemple. Donc ça c'est une réplique à échelle une demi de ce bateau de Douvres. Et là, vous voyez donc une petite collectivité d'archéologues qui sont en train de faire l'expérimentation. Là, vous voyez derrière les falaises de Douvres. Et donc, ce bateau, il est navigable. Et puis, il est navigable, donc là, cette photo date d'il y a à peu près 12 ans. Ce bateau est encore utilisable aujourd'hui. Voilà. Et donc, il faut imaginer donc, ces bateaux qui traversaient la Manche, mais qui aussi faisaient en fait des petits voyages le long des côtes pour permettre aussi de transporter les biens et des personnes. La Manche n'est pas une mer profond, donc il faut pas nécessairement, on peut pas avoir un très grand bateau. C'est pas non plus une mer très très mouvementée. C'est pas comme vous voyez un jacuzzi ou comme une grande mer. Hein. C'est juste c'est quelque chose de relativement calme. Donc c'était probablement relativement facile de faire cette traversée et rapide aussi. Le bateau a coulé. Il y a une fuite. Cyril Marzini. Non mais moi, toujours ce côté Koh-Lanta chez les archéologues me plaît énormément. Non mais c'est l'épreuve du radeau. Mais vous l'avez évoqué, un tel navire, c'est le fruit d'années et d'années de savoir, de réflexion, d'essais, de tentatives, mais aussi de transmission, parce que c'est pas tout d'essayer, il faut réussir à transmettre. Là, le travail de l'archéologue est essentiel, lié à la chronologie, pour voir en fait comment on en est arrivé là. Ouais, c'est une vraie question pour le coup, parce qu'on n'a pas du tout les éléments. Donc on a bien la pirogue, comme vous évoquiez. Là, des pirogues, on en a, on sait comment on s'est fait. Ça peut être complexe, parfois, une pirogue. Mais là, on est sur un autre type de bateau, donc le bateau cousu, qui doit en fait prendre sa genèse dans les bateaux cousus en peau, tout simplement. Ils ont eu l'idée à un moment de remplacer la peau par du bois. Et après, à l'intérieur, il y a tout un système de taquets, c'est hyper complexe. Donc il y a des chaînons manquants, il y en a plein. J'espère qu'on finira par les découvrir au fur et à mesure des prochaines décennies, quoi. Mais voilà, il y a plein de choses à découvrir sur les bateaux de l'âge du bronze, quoi. Et un bateau comme ça, alors la notion de coût n'a aucune valeur pour nous, mais malgré tout, vous avez évoqué le miel, la mousse encore, ça se trouve, mais en fait, ça demande une énorme mobilisation d'une communauté. C'est pas simple de faire un bateau pour mobiliser autant de miel pour réussir à calfeutrer. Non, non, ça demande beaucoup de travail, et il faut trouver les arbres aussi, parce que là, le bateau paraît tout petit, parce qu'en fait, quand on a voulu faire une réplique à l'époque d'un projet qui s'appelle Doverboat, on n'a pas trouvé les arbres pour faire un bateau de la taille de celui de Douvres. Voilà, parce qu'on n'a pas la longueur de chaîne suffisante. C'était difficile d'avoir des chaînes de cette taille-là, donc il faut trouver des fûts très longs, plus de 10 mètres de long, je crois qu'il fait 12 mètres le bateau. Oui. Donc voilà, ça implique beaucoup de choses derrière, quoi. Ouais, et dans ce que ça implique, vous avez dit qu'il y avait du chêne, mais le chêne, c'est un bois extrêmement dense, extrêmement dur. On utilisait d'autres bois, il y a d'autres essences qui apparaissent? Pour ce bateau-là, je crois que c'est du chêne, mais je ne serais pas sûr à 100%, mais je crois que c'est du chêne. Ouais. Alors, pour réussir à faire une planche dans un chêne, mais quel boulot! Parce que déjà, nous, avec nos outils actuel, c'est très dur même de scier du chêne. Là, ça demande un travail énorme. Ils travaillent comment c'est avec quel outil qu'on arrive à avoir quelque chose qui ressemble à une planche? Ils ont l'outil emblématique de l'âge du bronze, qui est la hache, qui sert à tout et qui sert aussi à travailler le bois. Voilà. Donc ces fameuses haches en bronze étaient aiguisées, ils pouvaient travailler le bois très facilement. Très facilement, avec beaucoup d'énergie, quoi. Pour l'expérimentation, je ne sais plus combien d'heures ils ont passé pour dresser quelques planches, mais c'était un travail très très long. Je ne crois pas qu'il y ait de hache.
On a mis des épées, on est obsédé. Non, mais vous voyez en gros à quoi ça ressemble. Une hache et une hache. Une hache et une hache. On parle de cette chronologie, et la chronologie est intéressante pour l'archéologie parce qu'il y a le nom du métal, et là c'est le bronze en l'occurrence. Est-ce que le fait, et j'imagine que la réponse est oui, que ce soit du bronze, explique ce navire? Sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile de fabriquer, même dans l'idée de concevoir face à l'énergie à dépenser, le fait d'avoir un outil en bronze, ça change tout. Rebecca Pic, comment ça se passe en fait? Bah, en fait, il faut. Je sais, je vais tu vas essayer de trouver celui qui. En fait, il faut imaginer que quand le bronze arrive, là, vous voyez, ce qui est très intéressant ici, c'est que les gisements de cuivre, donc le bronze. Rappelons que c'est quand même un mélange de cuivre et d'étain principalement, et donc les gisements se trouvent donc plutôt dans l'ouest, nord-ouest de la France, un petit peu dans la péninsule ibérique ici, et puis évidemment donc le sud-ouest de la Grande-Bretagne en Cornouailles. Surtout pour les le cuivre, ouais. C'est le jaune. Hein. Ah oui, pardon. Donc ça c'est les. Non. Il y a cuivre et étain. Ah oui, pardon. Parce que vous cachez. Ah oui, pardon. Non, c'est votre chaise. Ah non, c'est pas vous, c'est votre chaise qui cache la. Ouais, excuse-moi. Oui, donc en fait, mais n'empêche que ouais. le cuivre est quand même on n'en trouve pas partout. Bah ouais. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous avons des objets en bronze, nous les trouvons un petit peu partout quand nous fouillons des sites de l'âge du bronze. Cependant, les gisements de cuivre et d'étain ne sont pas homogènement repartis sur toute l'Europe. Et donc après, la question de savoir, c'est que donc on a extrait le métal, on a fabriqué des objets, et après ces objets, ils ont bougé. Ouais. Voilà. Et donc, on les transporte, on les fait dans un réseau d'échange, dans un réseau où on va, donc, par exemple, on peut imaginer qu'on change. Voilà, on a une petite collection, donc un dépôt. On peut changer un objet contre, je ne sais pas, peut-être du blé ou contre d'autres choses. Et donc, il y a un réseau qui s'établit, donc, partout en Europe, bien sûr. Un transport probablement par les voies fluviatiles et après donc qui nous permet en fait d'échanger et de communiquer sur toute cette zone. Mais ça aussi, cette histoire que vous racontez, Rebecca, c'est aussi l'histoire de la mer. Parce que voilà. Alors c'est l'étain beaucoup qu'il y a au nord en Angleterre ou c'est non, ça c'est le cuivre. C'est le cuivre et en Cornouailles. Ouais, voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, on est en Cornouailles. Le roi Arthur n'est pas encore là. Non. Et on a besoin de cuivre. Non, mais dans ce déplacement, la mer joue un rôle essentiel. Ah ben, complètement. De toute façon, ce qui fait l'âge du bronze, c'est ce déplacement. Beaucoup. Voilà. Il y a une notion de mobilité qui est très très forte, qui existe durant la période juste avant, au 3e millénaire. Mais ça s'accroît durant cette phase parce qu'il y a des besoins en matériaux. Alors surtout au début de la période, il faut aller récupérer des matériaux. Donc il y a des bateaux complexes parce qu'on peut les faire avec du bronze, mais aussi parce qu'on a besoin d'aller chercher du cuivre et de l'étain. Voilà, le bronze est au centre de tout. Yeah, c'est ça. D'où le nom. Exactement. D'où le nom. Non, mais ce qui est passionnant, c'est dans ces échanges, nous retrouvons des échanges en fait qui dépassent la période même de l'âge du bronze. En fait, ce sont les échanges qui sont là et qui sont presque encore les nôtres aujourd'hui. Hein. C'est un premier phénomène de mondialisation à l'échelle de l'Europe. Les Danois appellent ça la bronzisation. Voilà, c'est leur terme. Pour dire qu'il y a qu'il y a une connexion très large de l'Europe, il y a des réseaux commerciaux qui se mettent en place et qui unissent toutes les communautés européennes, ce qui n'existe pas au néolithique, parce qu'au néolithique c'est du silex, et le silex il y en a presque partout, ce qu'on n'aura plus non plus à l'âge du fer, parce que du fer on peut en faire un peu partout. Voilà, donc c'est une période qui est différente pour ça, parce que le matériau est plus rare. Eh oui, c'est ça, hein, c'est de prendre en compte la chronologie parce que le succès de cette île là-haut, cette Grande-Bretagne, c'est aussi ça. Moi, je me dis, j'habite en Normandie ou dans le nord actuel, enfin le Pas-de-Calais, pourquoi j'aurais envie de traverser? Quelle est ma motivation? C'est quand même dangereux de traverser une mer. C'est ça aussi, ce besoin d'aller de l'autre côté. C'est pour le métal. Oui, c'est ce besoin d'aller de l'autre côté, mais je pense qu'il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas voir ça trop comme une barrière. Je pense qu'aussi qu'on est dans les mêmes populations, les mêmes communautés qu'on avait les deux côtés de la Manche. Peut-être on peut imaginer que
la même famille était de part et d'autre de la Manche, dans le sens où la facilité de voyager était, je pense que c'était plutôt facile de voyager que d'autres choses. Et on a d'ailleurs, aujourd'hui, avec des analyses isotopiques, on peut tracer les trajectoires des personnes. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et par exemple, en Grande-Bretagne, à l'âge du bronze, sur un site donc dans le Cambridgeshire, on a trouvé il y avait donc une sépulture d'un monsieur. On a fait des analyses et donc ce monsieur a priori vient du continent, alors on ne sait pas d'où il vient, mais il vient du continent, probablement quelque part du côté des Alpes. Et puis voilà. C'est une question que je voulais vous poser d'ailleurs parce que j'ai regardé des articles Rebecca Pic que vous avez écrit avec ce mot isotopique, oui. Et je me suis dit il faut me l'expliquer. D'accord. Alors les isotopes, donc ce que nous faisions, c'est qu'il y a différents types d'isotopes que nous allons essayer de pister, de retrouver. On analyse des tout petits fragments d'os humains ou également des dents. Et donc, on va donc mesurer les taux isotopiques. Donc, on peut faire le carbone, l'azote, le soufre, l'oxygène. Et puis après, on a l'isotope radiogénique du strontium. Alors, pour aller rapidement, le carbone, le carbone et l'azote et un petit peu le soufre va nous renseigner sur le régime alimentaire de la personne. Donc, savoir si cette personne a mangé donc des céréales, si cette personne a mangé de la viande, si cette personne a mangé du poisson, des légumineuses, etc. Après, on utilise l'oxygène, le strontium et un petit peu aussi le soufre pour détecter des mobilités. C'est-à-dire que les différences de taux de ces molécules nous permettent de savoir si cette personne vient de l'endroit où elle a été inhumée, donc où elle est décédée, où elle est morte et puis elle est enterrée, ou est-ce qu'elle vient d'ailleurs. Voilà. Donc ça nous permet de reconstituer l'histoire d'une personne. Voilà. C'est très bien. C'est un petit peu comme, on va dire, une manière c'est comme Voici, magazine ou des choses comme ça. On peut carrément dire, on dit en anglais, strontium knows where you've been. Ça veut dire que le strontium sait où vous avez été, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, alors, par exemple, là, nous avons un monsieur, c'est celui dont vous parliez Non, j'ai parlé d'un monsieur qui était un petit peu plus récent. Ouais. Mais ça c'est une sépulture qui est extrêmement connue, c'est un archer qui a été trouvé à côté de Stonehenge. Donc, c'est un archer qui date du Compagniforme, donc en gros vers 2400-2200 avant notre ère. Donc là, on est quand même juste au tout début de l'âge du bronze, ou disons juste avant le début de l'âge du bronze, en fonction de si on est linuticien ou spécialiste de l'âge du bronze. Et premièrement, quand nous avons fait des analyses sur ce monsieur, que ce soit l'analyse sur l'ADN et également sur le strontium, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'il a été inhumé donc à côté de Stonehenge, il est suisse. Voilà. Donc, un petit passeport diplomatique quelque part, mais voilà, il vient donc du côté suisse des Alpes. Et c'est un monsieur qui est très particulier parce on appelle l'archer parce qu'il était donc inhumé avec tout un ensemble d'objets qui contenaient dans une petite poche déjà, donc ses flèches, ses pointes de flèches, quelques outils et probablement aussi son arc qu'il avait avec lui. Et donc, il a été inhumé pas très loin de Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. Par rapport à la chronologie, par rapport à Stonehenge, c'est beaucoup plus vieux, Stonehenge. Non, c'est la période. Ouais, on est synchrone. Oui. On est sur la phase où ils vont faire les trites. Voilà, le grand cercle. D'accord, ok. Donc, lui, il a vu la construction, quoi. Oui, voilà. Il est là pour ça. Probablement. C'est vrai? Oui, probablement. On pense qu'il y a une population qui vient à Stonehenge parce que c'est Stonehenge.
Voilà. Oui. C'est un des sanctuaires européens où les gens viennent. Mais alors là, vous êtes en train de dire que nous sommes en Suisse, tranquille. Il sait de l'information à circuler, mais faut y aller, hein, de la Suisse. Moi, vous me mettez en Suisse et vous me dites faut aller jusqu'à Stonehenge. Déjà, je me perds. Après, je me noie. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ça veut dire que cette histoire que nous évoquons, la mer comme territoire, vous l'avez dit, c'est une histoire mondiale à l'échelle européenne, mais c'est une histoire en fait de l'ensemble de l'Europe. Ça va très loin dans les terres. Oui, complètement. Puis en fait, il y a les analyses qu'on a fait sur le bonhomme, mais on a analysé aussi les objets de la tombe. Et on sait que ces poignards viennent d'Espagne, qu'il y en a d'autres qui ont été faits en France, qu'il a 2 poignards. Enfin voilà, il y a aussi un mobilier qui montre qu'il a voyagé ailleurs. Donc voilà, c'est un moment où il y a un brassage de population qui est assez important, la phase campaniforme. Ah, il y a tout un travail à faire, on le sait bien, pour casser nos idées reçues et nos représentations. Et moi, je trouve que c'est absolument sidérant de se dire qu'on trouve en Angleterre, à Stonehenge, que le monde entier connaît quelqu'un qui vient de Suisse et qui a acheté ses poignards en Espagne, sans doute à Tolède, la grande ville des épées. Ça me semblerait logique, enfin, s'il est touriste. Ça, c'est sur ces migrations. Ah ouais, alors attendez, là, expliquez-nous. Alors, donc ça c'est un graphique quand même très complexe, donc je ne vais pas trop le commenter. C'est juste ce qui est important, c'est donc la carte. Donc il y a une étude qui a été publiée en 2018 par l'université de Harvard, qui a étudié plusieurs centaines d'individus compagniformes à travers l'Europe, et c'est à partir de cette étude qu'ils ont pu tracer le patrimoine ADN de ces individus. Alors, l'ADN va nous donner donc le patrimoine de la personne, ne va pas nous dire que cette personne-là s'est déplacée de A à B. Hein. Ça, c'est plutôt des isotopes. Par contre, va nous dire que c'est l'ensemble de gènes que portait cette personne, petit à petit, a migré, si on peut le dire, donc de l'Est, plutôt du côté des steppes. Voilà. Et donc, qui est arrivé ailleurs, donc on le retrouve ailleurs en Europe, notamment dans la péninsule ibérique et notamment en Grande-Bretagne. Et c'est ces gènes, cet ensemble de gènes, en fait, on va dire qui devient dominant à partir du début de l'âge du bronze. Donc, je ne vais pas employer le mot remplacer parce que ça a une connotation pas bien, mais on va dire qu'on sait qu'il y a eu probablement beaucoup de groupes, en tout cas des groupes humains, probablement d'une manière importante, qui sont venus s'installer donc dans différents coins de l'Europe, mais qui viennent de cette partie des steppes, donc l'Anatolie. Voilà. C'est vrai qu'on aurait dit un plan de campagne d'invasion. Toujours les mêmes, quoi. C'est intéressant parce que si on reste sur Amesbury, à côté de cette tombe-là, il y a une autre tombe d'un individu qui a le même type de parure que l'arche d'Amesbury, qui est quelqu'un qui est daté de plus récent, qui est en filiation directe via l'ADN. Donc ce petit monsieur des Alpes, il est venu s'installer à Stonehenge et il a assuré une descendance sur place, et on a un de ses descendants qui est enterré juste à côté. Donc ça bouge et ça reste sur place après. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas que migration, c'est pas que ça, c'est aussi installation. Mais dans cette histoire-là, il y a toujours cette réflexion autour de la mer. Moi, je vous pose une question un peu stupide sans doute, mais la mer telle qu'il l'a connue, c'est celle d'aujourd'hui. Ça a beaucoup bougé parce que faut bien partir de quelque part. La mer n'a pas beaucoup bougé, la côte a bougé. Oui, voilà, la mer est là, mais la côte a bougé, mais de beaucoup. C'est variable suivant les endroits. C'est très difficile en fait d'estimer le taux d'érosion de la côte. Hein. On est monté plutôt de 5 mètres de haut, donc par endroit ça peut faire beaucoup, et par d'autres endroits pas beaucoup. Sur le détroit entre la Manche et la mer du Nord, ça ne devait pas être si énorme que ça. Quoi. Voilà, donc ça devait être à peu près la même chose que maintenant. Mais ça reste très proche. On voit les côtes d'un côté et de l'autre, donc c'est rassurant quoi, quand on est en bateau. Oui, c'est ça. C'est toujours cette idée de voir là où on veut aller et ne pas être en pleine mer. Sur la carte que vous nous avez montrée tout à l'heure, dans les migrations, il y avait des migrations. Alors, c'était pas celle-là dans l'Atlantique, vous savez.
Ouais, tous ces trajets. Et c'était assez impressionnant d'imaginer, parce que pour traverser la Manche, voilà, dans l'Atlantique, on voit ici des migrations, ça monte vers l'Irlande, tout ça, c'est le cabotage, c'est-à-dire on a des gens qui longent les côtes et la mer fait partie, en fait, comme le serait un fleuve au milieu des terres, d'un mode de déplacement. Oui, le cabotage, ça devait exister depuis bien longtemps, quoi. Donc c'est le mode principal. Voilà. La petite nouveauté, à la limite, à la Jubon, c'est vraiment la traversée de la Manche. Les Anglais, ils montrent les cartes d'une façon qui est assez intéressante. En fait, ils pivotent la carte à 90 degrés. C'est Cunliffe qui a commencé à faire ça. Et ils montrent que la Manche, en fait, c'est juste un grand fleuve. Et que de chaque côté, ben, c'est des rives. Et que les gens circulent autour de ce fleuve. Voilà, on retrouve la paléocène du paléolithique, en fait. Et dans cette étude, sur cette échelle de l'ensemble de l'Europe, c'est vrai que la logique avant de traverser la Manche, c'est d'essayer de traverser un ruisseau. On va se dire, on va tester notre petit bateau. Est-ce qu'on va retrouver ce qu'on retrouve sur les bateaux, eh bien, par exemple à Douvres, hein, comme on a vu tout à l'heure, ailleurs? L'Île-de-France, Rebecca Pic, vous connaissez très bien, hein, l'Île-de-France, il y a la Seine, évidemment, comme fleuve. Est-ce qu'on va retrouver des similitudes au moment, alors, après, j'imagine, tellement de manque d'informations, mais il y a des choses comme ça, on se dit, tiens, ils utilisaient la même chose. Oui, c'est un peu notre, on va dire, c'est notre travail, mais c'est aussi un petit peu un jeu dans le sens où on va donc essayer de pister ces petits objets qui sont différents. On va dire que donc on va étudier un assemblage d'objets et qu'on va connaître, et puis tout d'un coup il y avait un objet qui sort un peu du lot. Et donc, c'est à partir de cet objet-là, où est-ce que cet objet vient? Ça peut être une poterie, ça peut être un objet en métal. Et donc, après, on compare avec d'autres choses. Et en effet, oui, on va trouver des objets qui viennent d'ailleurs et donc qui permet de retracer ces voyages. Et donc, en effet, je travaille dans la vallée de la Haute-Seine, ça s'appelle. Donc, je suis au sud-est de Paris. Pour ceux qui connaissent, c'est entre Montereau et Nogent-sur-Seine à peu près. Et là, sur ce secteur-là, nous avons donc, par exemple, au Bronze Ancien, on est plutôt dans un secteur qui est de culture, on va dire, donc où les objets viennent, appartient à cette sphère culturelle atlantique. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Donc là, cette région au sud-est de Paris appartient à le même influence culturelle que la Normandie ou la Bretagne. Et puis après, au bronze final, ça change. Ça change et ces changements sont bien documentés à travers les objets, la culture matérielle. Et on voit bien hein, ici que nous avons tout à gauche, enfin Rouen, donc qui nous conduit jusqu'en Angleterre. Mais ici, si on descend vers le sud, on va vers la Suisse, le Jura, bien sûr, il y a les Alpes et il y a la Méditerranée. Quand il est question de mer, c'est vrai que bien souvent, et ça en histoire, c'est la Méditerranée. La Méditerranée, c'est très légitime, bien sûr. Intéressant parce que vous nous racontez une autre mare qui est plus au nord. Il y a des contacts entre ces deux mers. Alors, comment on les Oui. retrouve, ouais. Alors, donc, on a différentes, par les objets, par exemple. Qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les sépultures de la vallée de la Seine, au début du bronze final, nous allons retrouver de l'ambre. Alors, l'ambre, ça vient de la mer. Donc, ça vient de la mer Baltique. Donc là, déjà, on sait que l'ambre a été transporté et a été soit l'ambre brut, soit les objets. Donc, en général, c'est des perles en ambre, donc qui forment des colliers avec des perles en bronze. Ou éventuellement aussi quelques perles en os. Et donc, on sait que ces objets, ce matériel est venu d'ailleurs. Donc ça, c'est transporté. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Après, un petit peu plus récent, on va trouver des perles en verre bleu. Alors ça, c'est assez incroyable qu'on retrouve ça à la fouille parce que c'est vraiment un bleu assez pétante. Et c'est tout petites perles. Et ces perles en verre ont été fabriquées dans le nord de l'Italie, à Fratessina. Donc là, on va avoir pareil. Donc c'est quand même un voyage, un déplacement. On emmène les produits sur des centaines de kilomètres. Donc ça, c'est juste deux exemples des matériaux
qu'on peut appeler exotiques, qui viennent d'ailleurs, qu'on va retrouver dans la vallée de la Seine. Et qu'on retrouve partout, en fait. C'est ça, moi, que je trouve extrêmement pertinent dans cette histoire. C'est cette cohérence, alors culturelle, évidemment, sans doute avec des spécificités selon les espaces, mais cette mobilité qui est là, ça, c'est l'âge du bronze. Et c'est vrai que l'âge du bronze, on l'a dit, 15e, 16e siècle, et puis on peut aller jusqu'à début de l'âge du fer, c'est vers 800. J'ai bossé, hein. Vous avez vu, j'ai bossé. C'est beau, quand c'est même. beau. Non, mais c'est ça. Et vraiment, c'est ce monde d'échange, en fait, qui est là. Et les spécificités, elles apparaissent malgré tout, quand même. Oui, bien sûr, ouais, on a les deux. On a à la fois les échanges et les spécificités locales. Heureusement pour nous, sinon on serait. Bah oui. On serait Parce que à pour la voir la peine. différence, Voilà. faut que ça se dénote. Mais il y a une connexion très forte à l'échelle de l'Europe. On a des matériaux qui bougent énormément. On a des perles égyptiennes en Angleterre. Voilà, à la même époque, c'est Ramsès en Égypte. On a l'impression que l'âge du bronze, c'est quelque chose de très lointain qu'on ne connaît pas, mais c'est les pyramides d'Égypte à la même époque. Je voulais vous poser la question, je me suis dit, je vais me prendre un taquet. Mais non, Mais j'allais dire quand même. Non, j'allais dire, est-ce qu'ils ont ramené des trucs parce qu'à la même période, c'est les grands pharaons. Et je me suis dit, non, quand même pas. Si. Il y a des liens et il y a des. Au Danemark, il y a des tombes, et dans le nord de l'Allemagne, il y a des tombes qui ont livré du verre qui vient d'Égypte. Voilà. Donc il y a des liens qu'on ne comprend pas forcément dans le détail. Hein. Mais en tout cas, voilà, les objets circulent, les gens circulent, surtout au début, un peu moins peut-être après, mais les objets circulent à très large échelle. Et il y a une forte demande du bassin méditerranéen de matériaux. Voilà, parce qu'eux aussi, ils sont à la peine pour le cuivre et l'étain. Donc, il faut le faire venir. Mais alors, dans ce transport, on l'a bien compris, en fait, évoquer la Manche, c'est comme évoquer le transport fluvial. C'est pas plus, pas moins, c'est le même fonctionnement. Mais un bassin fluvial, le nom est là, c'est un bassin. C'est-à-dire qu'à un moment, on quitte le bassin pour rejoindre un autre bassin. Il y a des ruptures ici. Et là, sur cette carte, on voit nettement des zones, des espaces différents. Alors, ça veut dire quoi, en fait, ici? Ça veut dire qu'on est plus sur un territoire, en fait. C'est vraiment la notion de territoire ici qui apparaît. On n'est pas sur... Alors, souvent, on dit c'est une autoroute, c'est super sympa, voilà, ça permet de circuler, mais c'est pas que ça. L'idée de la mare des géographes, moi, je la trouve super bien. C'est vraiment le point central d'un vaste territoire. Voilà, on a la mare au milieu et on a un territoire qui se développe autour. Pas à toutes les époques, mais en tout cas, on est sûr qu'à partir de 1500, 1400 de notre ère, il y a une homogénéité culturelle tellement forte, on voit c'est les mêmes céramiques d'un côté ou de l'autre. Enfin, voilà, il y a des petits détails forcément. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose qui est très, très, très similaire. Dans les spécificités, et c'est vrai qu'heureusement que les gens meurent, hein, parce que sinon les archéologues seraient au chômage. Non, mais c'est vrai, vive les sépultures. Est-ce que là, on va noter des différences majeures? Alors, il y a l'inhumation, il y a l'incinération. Dans ces fonctionnements-là, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de montrer des aires d'influence différentes? Oui. C'est-à-dire que, quand on étudie les sépultures, j'essaie de vous expliquer comment on les étudie, parce qu'on a un système, on va essayer de suivre les pratiques funéraires, les rites, donc de manière chronologique. Donc, c'est-à-dire, d'abord, on va se demander comment est-ce que le corps a été traité. C'est-à-dire, est-ce que le corps a été inhumé? Est-ce que le corps a été incinéré? Et donc, il est vrai que, par exemple, à l'âge du bronze, notamment vers la fin de l'âge du bronze, on a plutôt tendance à incinérer les personnes. Et probablement, c'est un lien avec la métallurgie, l'utilisation du feu. Et puis aussi, ça permet aussi, dans une certaine manière, de immortaliser la personne, parce qu'on trouve un moyen de conserver le corps pour qu'il ne se décompose pas. Donc, c'est ce moyen-là. Donc, on va faire d'abord, tout simplement, le traitement du corps. Après, on va regarder avec quoi est-ce que cette personne a été enterrée. Voilà. Donc, ces objets à lui, parfois, on va trouver des objets personnels sur le corps, des bijoux, éventuellement des outils, des choses comme ça. Ensuite, on va regarder l'architecture. Déjà, l'accompagnement, est-ce qu'il y a des offrandes?
l'architecture de la tombe. Est-ce que c'est une tombe plate, tout simple? Est-ce que la personne a été enterrée dans une chambre funéraire un peu élaborée avec des cailloux, avec une petite construction ou un coffrage en bois? Après, on va regarder aussi l'architecture aérienne, dans le sens où est-ce que cette sépulture est signalée dans l'espace pour les vivants, c'est-à-dire que est-ce qu'on a mis quelque chose pour signaler cette sépulture, un poteau, un caillou, éventuellement une petite stèle ou encore une énorme tertre. Voilà, donc en fait, donc on va lire les pratiques funéraires à travers ces différents éléments. Et donc, c'est à partir de ces différents éléments, on va comparer et on trouve des différences. On trouve des différences. Je vais essayer de trouver le diapo là où je vous ai mis. Voilà. Alors c'est une carte un petit peu, on va dire un petit peu confus. Voilà. Donc là en fait c'est une carte qui montre les différences dans les pratiques funéraires donc autour du XIVe siècle avant notre ère. Et donc, en étudiant ces pratiques, on peut donc voir des différences entre cette zone atlantique et une zone ici qu'on appelle plutôt d'influence continentale, où les pratiques vont être différentes. Ici, donc sur la côte ouest de la France, on va plutôt pratiquer donc les incinérations en urne ou en pleine terre. Donc là, on va brûler le corps, on va ramasser les esquidos, on va les mettre dans une petite urne et puis après, l'urne va être enterrée. Et après, ici, plus au sud-est, là, on va pratiquer l'inhumation. Et l'inhumation, les inhumations qu'on peut appeler plutôt riches. Donc, le corps va juste être placé dans une tombe avec ses effets personnels, ses bijoux. Donc là, on a par exemple une petite boucle de ceinture, une épingle, aussi des différentes parures, un peu de poterie. Et puis dans une tombe un peu élaborée, comme je vous ai dit tout à l'heure, une tombe construite. Avec Voilà. toujours, on voit bien la Manche et la mer du Nord comme espace central. Voilà. Parce qu'on va retrouver la même chose des deux côtés. Complètement. C'est les mêmes tombes de chaque côté. Des tombes très pauvres pour la Manche mer du Nord, des radins, et des tombes très riches pour le continental. Ben oui, non, parce que c'est ça, on le voit nettement. C'est-à-dire que pour ces tombes de tout le Nord, là, la Normandie, etc., en fait, ce sont surtout des urnes. C'est des urnes avec, en plus, pas de mobilier. C'est-à-dire qu'ils vont même pas abandonner une épingle dedans. Ils gardent mettent tout. Rien. Et des fois, les vases, c'est des vases cassés, voilà, qui sont au rebut. Non, c'est un... Et si je peux me permettre, c'est extrêmement frustrant pour un archéologue, parce que quand on se trouve avec, si on a de la chance, une urne, une poterie et pas grand-chose d'autre, en fait, ça limite un petit peu les informations qu'on peut, on peut récupérer. Et donc, on ne peut pas raconter d'histoire. L'histoire est plus pauvre, on va dire. On a du mal à réfléchir sur les phénomènes de hiérarchisation sociale, de complexification de la société pour la Manche mer du Nord à cause de cette absence de mobilier. Quoi. Alors, on sait qu'il y a des tumulus qui sont un peu plus gros, donc il y a des gens qui sont un peu plus gros. Mais c'est un peu c'est la chose qu'on peut dire. Quoi. Pour une période du bronze, c'est au bronze ancien, par contre, il y a des tombes très très riches, mais ça s'arrête après 1700. Pour des raisons qui échappent encore pas mal à l'analyse. Mais après 1700, c'est que des tombes pauvres. C'est le Normand que je suis, et Cyril, vous savez vous aussi, que c'est pas du tout de la radinerie, c'est économe. C'est complètement différent. Non, mais voilà, on ne faut pas dépenser n'importe comment. On fait très attention. Vous avez évoqué la différence qu'il y a dans la connaissance actuelle entre l'Angleterre et la France. Et là, tous les deux, vous êtes archéologues à l'INRAP. Il faut rappeler combien c'est essentiel ce travail-là, ce travail de l'INRAP, de regarder tout de suite sur le terrain avant la destruction, le risque de destruction. Même si c'est qu'une urne, parce que ça nous apprend des choses. Et c'est vrai que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est passionnant. On voudrait savoir. C'est pour ça que le travail doit être fait et sans cesse et jamais abandonné pour en savoir plus, pour comprendre en fait tous les éléments de ce puzzle. Faut se rendre compte qu'avant le développement de l'archéologie préventive, il n'y a pas d'informations sur l'âge du bronze en France, ou très peu. On connaît les dépôts. Les dépôts, on en trouve depuis le 19e siècle. Voilà, on a plein d'objets métalliques. Alors ça, on en avait des cargaisons dans tous les musées.
Par contre, avec le développement de l'archéologie préventive à la fin des années 90 et encore plus avec la création de l'INRAP après 2002, on s'est retrouvé avec une quantité d'informations phénoménale parce qu'il y a un suivi régulier sur le terrain, en diagnostic, puis en fouille et qu'on collecte les données, qu'on les gère en plus au sein de l'Institut, ce qui nous permet de enfin pouvoir raconter des histoires, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, quoi, ou très mal. Oui, parce que c'est vrai que pour essayer de comprendre cet ensemble, c'est en fait une accumulation de données, surtout si à chaque fois qu'il y a une découverte, je ne dis pas qu'elle est pauvre ou radine, mais c'est jamais suffisant. Donc c'est l'accumulation en fait, Tout à fait. ici qui permet de savoir. On ne peut pas se contenter d'un site magnifique. Voilà, il faut qu'on ait suffisamment d'informations, que ce soit statistiquement étudiable pour pouvoir en tirer quelque chose. Mais une image comme celle du bas, qui est un site fouillé au début des années 2000 à Saint-Bigordy-Montville en Seine-Maritime, voilà, on était incapable d'imaginer l'habitat dans le nord de la France avant les années 2000. On ne savait pas à quoi ça ressemblait exactement. Et quand on a commencé à découvrir des sites comme ça avec des maisons de plan circulaires, on s'est rendu compte que voilà, en Angleterre, ils faisaient des maisons circulaires aussi. Donc ce qu'on vous raconte là actuellement, c'est une évolution assez récente au final, même si ça a 20 ans, ça reste une évolution assez récente de la discipline, même si à travers le mobilier métallique, on savait que ça devait être proche. Voilà, on avait une idée quand même du monde atlantique, du monde continental, mais ça s'est confirmé sur des éléments qu'on ne pensait pas, comme l'habitat, comme la céramique. Voilà. Même la façon de cultiver les champs, c'est pareil. La façon de tisser, les outils utilisés pour le tissage, c'est les mêmes. Là, on vous a mis le montré bleu, c'est la Manche. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez en bas à chaque fois des sites français et en haut des sites anglais. Vous voyez, les villages qui sont une invention de l'âge du bronze, il n'y a pas de village avant, les villages néolithiques, c'est pas vraiment des villages. L'habitat groupé de ce type-là, ça naît à l'âge du bronze et ça naît aussi en même temps en Grande-Bretagne. Il n'y en a pas avant. Un autre type de site, mince. Voilà, comme ce qu'on appelle les ring forts, qui sont des grandes enceintes qui sont pour le coup qui appartiennent vraiment à une classe particulière de la société. Ouais, ça c'est des plans qui sont du nord de l'Angleterre, Mucking. Et là vous avez des sites qui sont normands, c'est les mêmes. Voilà, quand on vous dit que c'est des gens très proches, ils sont vraiment très très proches. Et ils sont très proches jusqu'aux activités artisanales. Ce que je vous disais, voilà un peson anglais au-dessus et un peson du littoral de la Manche en dessous, côté français. C'est les mêmes. Si on descend dans le monde continental, on n'aura pas des pesons de ce type-là. Ça veut dire que la technologie est la même. Pour le travail du sel, c'est pareil. On a les mêmes briquetages, les mêmes façons de produire le sel de chaque côté. C'est les mêmes gens. C'est troublant parce que ça casse notre représentation de la carte de l'Europe où la Manche est une frontière. D'un seul coup, là, la Manche n'est plus du tout une frontière. La frontière est beaucoup plus au sud. C'est moi qui suis la frontière. Et là, ce n'est qu'un fleuve. Mais alors, ça veut dire aussi l'importance de l'échange entre les savoirs des deux côtés. Et sans arrêt. Et bon, alors vous êtes maintenant sur l'Île-de-France. Donc vous avez ce regard-là. Mais c'est formidable de se dire qu'en travaillant sur l'Île-de-France, en fait, vous travaillez aussi indirectement sur ce qui se passe en Angleterre. Oui, c'est ça. Ça les rapproche, voilà, c'est ça. J'ai un très bon exemple parce que moi, une de mes sujets fétiches, et ce sont la métrologie, c'est-à-dire les fléaux de balance. Et donc, c'est tout petite. C'est des tout petites fléaux de balance qui sont fabriqués en os, qui datent autour du 14e, 13e siècle avant notre ère. Donc on va retrouver dans des sépultures. Et ces petits fléaux en os, donc il faut imaginer le fléau, un petit anneau en bronze qui permet donc de tenir le fléau. Voilà, vous allez le voir, là vous avez un bon exemple. Les petits paniers. Et ces fléaux qui sont... donc, on va dire 12, je pense que maximum 17 cm de long, hein, donc vraiment des tout petits objets, ont été utilisés pour peser des petites quantités de matière, peut-être de l'or ou des médecines, des herbes, quelque chose dans la pharmacopée. Et donc, ces fléaux qui sont très particuliers, on les retrouve de part et d'autre de la Manche. Donc et là, il y a un exemple qui vient du site de Poterne. Donc, vous voyez en Grande-Bretagne, dans le sud de l'Angleterre. Et dans cette partie-là de la vallée de la Seine où je travaille, nous en avons trouvé plusieurs exemples, exactement le même fléau de balance. Et donc,
il est extrêmement intéressant parce que d'abord, on va aussi retrouver des petits pois en plomb qui auraient pu être utilisés avec ces fléaux. Malheureusement, on n'a pas vraiment, on a juste un seul exemple où on trouve à la fois des pois et un fléau ensemble dans une tombe. Et là, ça provient d'une sépulture qui a été retrouvée un petit peu plus au sud, à Migène, en Bourgogne. Et en fait, ça permet de savoir donc il y avait des personnes qui avaient le savoir-faire de peser. Ça, à l'âge du bronze, vous imaginez, ça veut dire qu'on sait comparer en pesant des matières, premièrement, et que ces personnes, a priori, étaient non seulement en Bourgogne, dans la vallée de la Seine, mais également en Grande-Bretagne. Donc, qui étaient ces personnages? C'est ça qu'on voudrait savoir. Alors, a priori, ces personnages, pour les quelques sépultures dont nous avons pu le faire, c'est plutôt des hommes, malheureusement. Non. Voilà, donc ce sont des hommes. Ce sont des hommes plutôt d'une quarantaine d'années, en tout cas quand ils sont décédés, dans les cas où on a trouvé dans les sépultures où on a trouvé ces fléaux. Et on se demande si ces hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Est-ce que c'était des métallurgistes? Est-ce que c'était des orfèvres? Est-ce que c'était des chamans? C'était probablement des personnages extrêmement importants et les personnages aussi qui ont bougé. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si un orfèvre, il va donc travailler son métal, il va pas le travailler sur un seul site, il va passer d'un habitat à un autre, il va travailler, il va produire son objet, c'est des petites quantités d'or, ou un chaman qui va aller soigner quelqu'un sur un habitat, peut-être à plusieurs dizaines de kilomètres. Mais ce sont des personnages importants, généralement dans les sépultures quand même assez riches, et donc des individus qui étaient mobiles, très probablement. Voilà, donc qui pouvaient voyager. Et on peut changer la quantité, parce que là, on est sur de la toute petite quantité avec ces fléaux. On n'a rien que l'idée aujourd'hui de dire, oh non, j'étais avec la spécialiste des fléaux à l'âge du bronze. Ça le fait, ça le fait. C'est rare. Des fléaux, je t'expliquerai. Non, mais on peut changer les quantités, parce que tout à l'heure, nous avons évoqué le cuivre, l'étain, pour faire du bronze, c'est du métal. On a vu la carte, il y en a un peu partout. C'est dur à transporter, le minerai même. Et là aussi, on a la fabrication et c'est l'objet qui se déplace. C'est l'objet ou c'est le lingot. Le lingot, il y a oui. des lingots qui se font et qui circulent. C'est quelque chose de très important. Il y a un programme actuellement qui est mené sur les poids à l'échelle de toute l'Europe pour essayer de voir s'il n'y a pas des unités de valeur qui sont les mêmes dans des régions données. Et ça match dans certains secteurs. Donc ça veut dire que ces gens-là, en plus, ils partagent des unités de valeur. C'est très moderne, en fait. Ça veut dire qu'il y a une économie qui est tout à fait différente de celle qu'on pouvait penser, qui se rapproche d'une économie marchande, en fait, avec des gens qui peuvent mesurer les choses, quoi. Le lingot, on sait, voilà, il pourrait être plus ou moins standardisé. Ils sont standardisés aussi. Ils sont standardisés. Plus on va avancer dans le bronze, et plus on va avoir des choses qui vont appartenir à des normes, en fait. Voilà. Il y a la société se spécialise tout au long de l'âge du bronze, voilà, pour le commerce, mais pas que. On voit une spécialisation guerrière aussi se faire au cours de l'âge du bronze. Et ça fait partie de ces éléments-là. Et on a quand on trouve des dépôts de haches, par exemple, de haches à douille, qui sont les dernières fabrications de l'âge du bronze du premier âge du fer, on a des poids qui sont assez régulièrement les mêmes. Et lorsqu'il y a une hache qui est un peu déficiente et que le poids n'est pas bon, et qu'on la fouille, à l'intérieur, il fourre des morceaux de hache pour arriver à avoir un poids similaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur de la hache, on est sur autre chose. Voilà, on est sur un produit d'échange, on est sur de la monnaie. Voilà. Ah oui, parce que c'est vraiment toujours cette réflexion sur l'échange. Alors l'échange, le troc, c'est uniformiser les choses. Et là aussi, c'est peu à peu qu'on arrive à avoir un schéma global, mais ça semble extrêmement complexe. Ça veut dire que ces gens-là, et on peut avancer d'une étape sur la culture, échangent par des langues. Alors, toujours très difficile de réfléchir à la langue, mais l'harmonisation des objets laisse imaginer qu'il y a au moins un moyen de communiquer qui est commun à tout le monde. Oui, je pense que sans doute. Et puis même, ayant vécu ça de même, on peut communiquer avec peu de mots.
Mais c'est vrai, hein, on peut communiquer avec peu de mots, et je pense que, mais sûrement, et en tout cas, il est sûr et certain qu'il pouvait se comprendre des part et d'autre de la Manche, ça c'est clair net. On ne sait pas si c'était le même, ils parlaient la même langue, mais ils pouvaient se comprendre. Donc oui, ça c'est... Surtout quand c'est question d'argent. Quand c'est question d'échanger, on arrive toujours à se comprendre plus ou moins. Sauf avec les Anglais. Donc, ici pour le commerce, pour les échanges, ok, on comprend. Pour la culture, on l'a évoqué tout à l'heure, avec les sépultures, sur les rites et les croyances. Alors, sur la croyance, là aussi, c'est très difficile, mais on va retrouver des rites similaires. On a parlé de Stone Age. Ouais, et puis, à travers le funéraire, on a les rites quelque part. Donc c'est comme ça qu'on peut les approcher. On n'a pas d'autres éléments à interroger. Les dépôts, à la limite, quelque part, parce que voilà, ils enterrent les dépôts de la même façon, avec à la fin du bronze final, c'est des éléments qui sont brisés, et ils sont brisés de la même façon d'un côté et de l'autre de la Manche. Alors que si on va aller plus vers le monde continental, on aura une autre façon de briser les objets. Voilà, donc il y a des choses qui sont similaires aussi à ce niveau-là, mais là, ça devient très compliqué à appréhender pour l'archéologue, et c'est souvent sujet à caution. Oui, c'est sujet à caution, mais c'est toujours intéressant de mettre les choses en avant, parce que moi, j'ai bien compris que la Manche n'était plus une frontière. Au contraire, c'est la mare au milieu. Mais malgré tout, il reste une rupture historique majeure entre l'Angleterre et nous, c'est l'alimentation. Ah ça, vous n'allez pas me dire qu'ils mangeaient la même chose. Si. Alors, ils mangent probablement la même chose, Oui. mais à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer, il y a une grosse péjoration climatique. Voilà, on sait que le climat change complètement, il est beaucoup plus humide, et donc ils sont obligés de s'adapter de chaque côté de la Manche. Et ben, ils vont pas s'adapter de la même façon. C'est-à-dire que chez nous, ils vont passer à de l'orge vêtue, mais en Angleterre, ils vont prendre du seigle. Donc c'est peut-être là que ça commence vraiment. Voilà. C'est là le début du problème. Les gelées de menthe, tout ça, c'est le début de l'âge du fer. Comment l'archéologue travaille? Parce que là, dès qu'il est question d'alimentation, c'est aussi toute une démarche scientifique qui est passionnante d'ailleurs, hein. Trouver les graines, comment ils font, comment vous faites? Alors, l'alimentation, en effet, c'est passionnant, surtout pour les Français, hein. Je réponds donc. Donc, oui. Alors, notamment sur tout ce qui concerne l'alimentation végétale, nous avons différents moyens, bien sûr, d'étudier ce que les personnes ont mangé à l'âge du bronze. Donc, il y a d'abord des restes végétaux qu'on va retrouver sur les sites que nous fouillons. Donc, ce sont des petites restes de graines. Donc, on étudie ça. La discipline s'appelle la carpologie. Donc, on va donc étudier les graines qui peuvent être carbonisées par le feu ou minéralisées. Et donc, nous avons des spécialistes, notamment à l'INRAP d'ailleurs, qui étudient ces graines, et ça nous permet de bâtir cette image de ce qu'on mangeait à l'âge du bronze. Donc par exemple, chez moi, dans la vallée de la Seine, à la fin de l'âge du bronze, on mangeait de l'orge, bien sûr, on mangeait donc du blé vêtu et blé nu, et on mangeait également surtout du millet. Le millet est une céréale qui vient du Proche-Orient, probablement à la fin du bronze moyen. Il arrive en France, en tout cas, vers le XIIIe siècle avant notre ère. Et le millet est extrêmement important parce qu'il se répand très vite. Tout le monde veut faire pousser et veut manger du millet en France. Voilà. Toi, tu veux pas? Ah non, en Normandie? C'est vrai? Mais il y en a un peu en Espagne quand même. Mais vous ne faites pas jusqu'à quand? Prenez votre micro, Cyril. Pour le millet, qui est vraiment un phénomène de mode, comme le décrit Rebecca, eh ben, ça ne va pas venir occuper les groupes culturels Manche-Mer du Nord. Ils ne vont pas consommer le millet. Donc il y a des choix culturels derrière la consommation. On les connaît bien à travers la faune, mais on les connaît aussi à travers les indices carpologiques. Oui, avec toujours ces mots moi, que j'adore, mais voilà, c'est cette étude des graines. Tout à l'heure, dans les images que vous avez passées, au moment des villages ronds, là, il y avait une fouille qui a été réalisée à Cahagnes, dans le Calvados. Cahagnes, un super cidre. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je sais.
Voilà, c'est pour ça. C'est là-bas, c'est la maison. Et non, mais voilà, là aussi, les pommes, etc. La transformation, les boissons, parce qu'on parle des céréales, c'est une chose, mais il n'y a pas que les céréales. Là aussi, les archéologues, vous travaillez, comment vous arrivez à percevoir ce qu'ils pouvaient essayer de boire, comment ils pouvaient transformer un aliment. Alors, pour les boissons alcoolisées, on a quelques éléments. On sait par exemple qu'il y a eu un gros travail qui a été mené sur les groupes campaniformes, ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, donc les populations du 3e millénaire. Les gens se font enterrer souvent avec des vases. Donc il y a eu un travail mené sur ce qui était encore conservé dans les vases, qui pouvait être étudié sur les vases. Et effectivement, il y a des produits alcoolisés, soit avec des liqueurs issus du miel, enfin voilà, des premières bières, choses comme ça. On a même des vases en fait avec des systèmes de perforation tout autour de l'embouchure du vase qui permet justement de fermer le vase pour faire de la bière. Donc voilà, c'est des choses qui se font et qui participent sûrement d'un phénomène qu'on pourrait appeler le banquet, voilà, qu'on utilise beaucoup plus pour l'âge du fer, mais qui doit exister dès la fin du 3e millénaire et qui s'épanouit à l'âge du bronze, lié à de la commensalité collective. Et Rebecca est non seulement spécialiste des fléaux, mais aussi de la commensalité collective à l'âge du bronze, hein, même encore un peu maintenant, mais surtout à l'âge du bronze. Oui, et dans ce qui est collectif, parce que moi j'ai un problème depuis qu'on parle tout à l'heure, c'est que tous les individus dont on parle sont encore un peu kikou à l'air, on les a pas tellement vêtus. Non, il est peut-être temps de leur donner un peu de textile, Rebecca. Ce textile aussi, c'est très important parce qu'on sait combien le textile est une industrie. On a vu tout Oui. à l'heure les métiers à tisser. Là aussi, on a toute une histoire à réfléchir. Alors, de la découverte elle-même et de la compréhension, parce que c'est ça qui est passionnant avec vous, les archéologues, c'est comprendre comment vous arrivez là, c'est déjà passionnant. Et après, ce que vous nous racontez, ça l'est tout autant. On en est où des textiles? Alors, les textiles, malheureusement, puisque ce sont des matières organiques, ne sont que très rarement conservées. Parfois, on a de la chance hein, dans une sépulture. Si on a, par exemple, un objet assez grand en bronze, une épée ou un couteau, parfois, si cet objet a été placé dans un sac en textile ou si à côté du corps qui a été habillé, on va trouver une petite trace de tissu, hein, mais ou éventuellement aussi du cuir, ce qui est quand même relativement rare. Hein. Je vous dis, je pense que j'ai trouvé une fois dans ma vie et ça fait quelques années que je fais l'archéologie. Mais nous avons quand même des témoins directs de la production textile. Alors, la production textile, il y a d'abord les fusailles, les petites fusailles en terre cuite. Donc, ce sont des poids qu'on met au bout du fuseau qui nous permet de filer donc le fil. Donc, on retrouve systématiquement dans les habitats de l'âge du bronze. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait peut-être au coin du feu le soir. Ou, voilà, donc, c'est quelque chose où, un petit peu comme aujourd'hui, on peut aller tricoter devant la télé. C'était un peu ce même chose. Donc, on a des traces donc, du filage. Et puis, bien sûr, dans certaines, pas partout, dans certains habitats, on a des traces de tissage avec ces poids. Donc, tu as montré tout à l'heure, ce sont des poids de métier à tisser. Donc circulaire là pour la zone atlantique qu'on peut retrouver dans les habitats. Donc il faut savoir qu'un métier à tisser, vous avez une petite image là sur le diapositive. C'est pas du tout comme aujourd'hui, on tisse du bas vers le haut. À l'âge du bronze, normalement, on tissait du haut vers le bas. Voilà. Et donc les poids servaient à fixer les fils verticaux dans le métier. Donc les poids ils étaient posés par terre, on rattachait plusieurs fils et puis donc voilà et après les fils étaient rattachés en haut du métier. Donc ça on va retrouver pour les textiles on va donc retrouver comme je dis des fusailles, des pesons, des aiguilles. On trouve des aiguilles en bronze, tout petits aiguilles à chat. Ça, on va trouver. Donc, on sait aussi qu'ils faisaient de la couture. Et puis également, on va trouver parfois des traces. Quand on a des tissus, on va trouver des tissus qui ont été coloriés. Bon, ça, c'est génial. C'est génial, ouais. Ouais, ça, c'est génial. Alors, on trouve, voilà, c'est extrêmement rare en France. C'est plus fréquent dans des secteurs où ça a été conservé, par exemple, à Hallstatt, donc dans les mines de sel, on a trouvé des tissus
coloriés, absolument magnifiques, avec des motifs géométriques extrêmement complexes. Donc, même si on n'a pas de témoins de tissus ni de vêtements, on peut imaginer la richesse de l'habillement et de manière générale des tissus à la Jubronze. Dans ce que vous nous racontez, il y a le mot imaginer, ça y est, on a à peu près tout, on les a habillés, on sait ce qu'ils mangent, on sait comment ils se déplacent, on a vu un peu la forme du village et de l'habitat. Et vous, archéologues, mais on le sent, j'ai envie de dire, vous les connaissez. Enfin, il y a une proximité à ces gens. Et moi, ce qui m'épate toujours, c'est la proximité à nous aussi. On sent que déjà, il y a une société qui est construite, qui est solide. C'est impossible d'avoir tout ça s'il n'y a pas tous ces liens-là. Après, il y a une part d'hypothèse absolument gigantesque, mais elle est passionnante, cette hypothèse-là. Ouais, c'est tout le jeu de l'archéologue. Si on se contentait de fouiller que des trous de poteaux, on serait malheureux comme des cailloux, quoi. Donc non, il faut qu'on arrive à imaginer la société autour de nos trous de poteaux, de nos fausses informes et de nos quelques tessons. Sinon, voilà, on perd pied, quoi. Et tout le jeu est là. Et au fur et à mesure des fouilles préventives et de quelques fouilles programmées, on a des pièces qui se rapportent à un puzzle qu'on arrive de mieux en mieux à comprendre. Hein. Réellement, ça a beaucoup progressé et ça ne cesse de progresser. Hein. Derrière les tissus, il y a aussi du culturel, il faut y penser, c'est pas les mêmes tissus partout non plus. Hein. Non, mais tu vas me parler de la mode française. Mais sur cette histoire-là, c'est vrai que il y a nos représentations qui sont détruites dans votre travail. Il y a quelque chose de, je ne vais pas dire révolutionnaire parce que c'est un mot galvaudé, mais qui casse avec la manière dont on appréhendait ces espaces-là avant. Vous l'avez dit, avec le travail qui est fait par l'INRAP, et c'est très récent en fait, à l'échelle de la réflexion sur les temps passés, qui elle-même n'est pas si vieille. C'est vraiment ce 19e siècle qui commence à réfléchir à ce monde-là. Tout ce que vous apportez là, ça casse en fait tant et tant de travaux antérieurs qui ne sont pas critiquables au sens où ils sont le produit de leur temps. Mais il y a tout à refaire en fait. En fait, ça casse pas, ça montre que certaines innovations qu'on pensait plus récentes puisent leurs racines dans des périodes un peu plus anciennes. Voilà, ça donne de la profondeur. Au niveau de la Jubronze, voilà, le fait d'imaginer à la Jubronze des gros bateaux assemblés qui circulent sur la Manche, voilà, on n'y aurait pas pensé dans les années 80 par exemple, avant qu'on puisse en trouver beaucoup, de penser qu'on a un paysage qui est largement anthropisé, avec des chemins, des routes, des champs qui sont délimités par des fossés, donc quelque chose qui ressemble au bocage pour les gens qui sont de l'Ouest. Voilà, on sait que ça apparaît à la Jubronze. Voilà, on pensait que ça serait plutôt à la fin de la Jufère. Maintenant, on sait que dès la Jubronze, il y en a. Donc voilà, on donne juste de la profondeur aux éléments et ça permet de mieux comprendre comment les choses se sont succédées dans le temps et comment on en arrive où on en est. Et puis il y a ce rapport à la mer qui est extrêmement complexe, et ça c'est vraiment quelque chose qui est dans une nouveauté, ce changement, parce qu'il y a ces découvertes de bateaux, il y a toutes les découvertes à faire. Tout à l'heure quand je vous posais la question, est-ce que les côtes ont bougé en fait, c'est que l'installation au moment de partir, il faut qu'on soit au bord de la mer. Est-ce qu'on a trouvé des installations de départ vers l'autre côté? Non, on n'a pas de vraies installations. Après, les principaux sites où il y a des bateaux en Angleterre, c'est North Ferriby, c'est Douvres. C'est pas des endroits anodins. Voilà, c'est en gros estuaires. Voilà, c'est encore des zones portuaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas on trouvera jamais de port de la Jubronze. C'est des ports d'échouage, ça laisse pas de traces. Ça, on ne trouvera pas. Par contre, si on continue de collecter comme ça les informations, et surtout si on commence à le faire du côté français, ce qui manque vraiment beaucoup, on va pouvoir avoir des spots correspondant à des zones d'échouage et comprendre encore plus finement nos échanges transmanches dans le détail. Comment vous expliquez d'ailleurs cet écart anglais-français là? C'est que les Anglais, depuis la fin du XVIIIe siècle, en fait, ils ont toute une armée de prospecteurs qui prospectent sur les strands, qui vont ramasser tous les morceaux de bois qui traînent et qui les déclarent. Voilà. En France, on n'a pas cette politique-là. Sans qu'il y ait une séparation nette entre les prospecteurs et les archéologues, on n'est plus là-dedans. Mais voilà, il n'y a pas cette idée
d'archéologie participative, si on veut. Voilà, la société anglaise a ça en tête. C'est arrivé un peu chez nous quand les migrants sont revenus chez nous après la Révolution française. Donc ils ont amené quelques éléments de notre archéologie actuelle, mais ils n'ont pas amené ça. Alors qu'en Angleterre, il y a des paillets de l'âge du bronze qui sont trouvés sur l'estran et qui sont déclarés aussitôt. Voilà. Chez nous, je pense qu'une paillette de l'âge du bronze, elle finira pas déclarée à une DRAC, direction des recherches régionales des affaires culturelles. Ah ouais, c'est super fort en fait ce que vous dites là. C'est-à-dire que vous parlez de nous d'aujourd'hui sur notre rapport à ce passé-là. Ouais. Mais c'est pas un rapport au passé, c'est un rapport à l'objet en fait. Ouais. Voilà, il y a pas cette idée-là derrière le. Il y a un gros travail à faire. Après, à l'INRAP, on commence à développer le subaquatique et tout ça, et je pense que voilà, on commencera à trouver des choses. Là, vous arrivez sur la question que je voulais vous poser, parce qu'au moment de traverser la mer, évidemment, ça coule. On est né où de la recherche sous-marine dans la Manche? Parce que ça bougeait beaucoup, hein, parce que, ok, c'est pas la mer la plus turbulente de la Terre, mais enfin, non, ça brasse. Ça bouge, c'est pas beau, c'est pas transparent, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là aussi, on a un petit défaut de recherche, c'est-à-dire qu'en Angleterre, ils font des prospections sous-marines. Voilà, il y a de la recherche programmée où ils vont prospecter des zones entières. Les épaves qui ont été trouvées en Cornouailles, c'est parce qu'il y a des zones qui ont été prospectées très largement. On ne fait pas encore ça en France, et nous, on a un autre problème, en tout cas pour les côtes normandes, c'est que c'est pourri de ferraille de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Donc là, c'est encore plus compliqué. Tout à l'heure, on peut se retrouver, c'est à l'Amphi-CCI, parce qu'on va parler seulement de l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale. Non, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte, ça. Ça trouble complètement, au-delà que l'eau elle-même soit troublée, la recherche. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on arrive à placer un monde. Moi, à vous écouter tous les deux, je le construis dans ma tête. Et vraiment, hein, je suis très loin de ce que j'imaginais auparavant. Ce monde-là, Rebecca Pic, c'est celui que vous connaissez si bien. Alors, on l'a compris, hein, si on parle de l'Île-de-France, on parle presque aussi de l'Angleterre. Tous ces gens-là, jusqu'où peut-on imaginer une société construite, cette vie en commun? Je pense qu'on peut imaginer une société très construite. Je pense et une société qui est basée sur la communication. C'est-à-dire qu'il faut communiquer pour vivre ensemble. Et c'est le vivre ensemble, je pense que c'est peut-être important. C'est les mots qui sont importants ici. C'est-à-dire que là, on apprend, comme disait Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire que par la communication, par ces échanges, on apprend à vivre ensemble. Et c'est ça qui est important. Une société construite, c'est-à-dire que la société est assez organisée pour, par exemple, permettre qu'il y a des personnes organisées, par exemple, dans la production de la nourriture, tout simplement, qui permettent en fait à d'autres personnes de la communauté, des artisans, de se dégager du temps pour pouvoir fabriquer ces magnifiques objets en bronze, pour pouvoir tisser, pour pouvoir faire d'autres choses, pour pouvoir se spécialiser un petit peu, pour avoir cette savoir-faire qui doit s'apprendre sur plusieurs années pour pouvoir produire ces objets. Par exemple, ça c'est quelque chose que je pense qui est assez important à comprendre. Et donc, c'est une société aussi dont les communautés étaient interconnectées. Ils se connaissaient. Donc, je pense qu'il faut plutôt avoir cette image-là de la connexion et d'un espace que probablement assez homogène dans laquelle on vivait, tout simplement. Échange dans l'espace, échange dans le temps aussi par la transmission, parce qu'il faut transmettre ses savoirs. Et la chronologie ici est intéressante. Cyril, à quel moment on peut voir ce monde-là changer au sens où il y a des évolutions, il y a d'autres sphères culturelles? Alors la forte connexion avec la Manche, on la lit très bien au Campaniforme. Elle disparaît un peu, on la retrouve autour de 1500 et elle va disparaître au premier âge du fer autour de 800. Voilà, les mondes se séparent et ça marche avec ce que je vous disais tout à l'heure. L'apparition du fer, le fait qu'il n'y ait plus besoin de créer peut-être des relations à longue distance, ça a causé ça. Et après, ça va revenir, il y aura à nouveau des connexions au troisième et puis
voilà, jusqu'à ce que Guillaume le Conquérant arrive et récupère la Normandie, qui est un peu notre territoire quand même avant tout. Ben oui, c'est vrai, il faut le rappeler. Non, mais c'est intéressant de se projeter sur un temps plus long parce que la Manche franchissable explique aussi une histoire antique méditerranéenne. Quand les Romains vont chercher l'étain tout là-haut jusqu'en Écosse, en fait, la Manche n'est pas un obstacle en soi. Il ne faut pas le vivre comme ça. On pourrait imaginer que c'est un exploit énorme, mais non, en fait, c'est complètement logique. On peut dire un mot de la civilisation viking, parce qu'il y a ça aussi dans cette histoire-là, c'est-à-dire que l'évidence de la mer qui se pratique comme un fleuve, en fait, c'est cette histoire-là. Ouais, on peut pas dire civilisation viking, mais oui, non, alors attendez. J'allais le dire. Les vikings, c'est un métier. On est viking comme on est boulanger. Ça veut dire qu'on part. Voilà. Il n'y a pas de civilisation viking. Ce serait comme dire civilisation boulanger. Je m'auto-corrige. Civilisation scandinave. Mais c'est ça. Ouais. Le viking, c'est celui qui prend la mer. Voilà. Alors les vikings, pour les Normands, c'est important, mais on n'en trouve pas beaucoup de traces au final. C'est des gens qui sont d'abord passés par l'Angleterre. En fait, le viking normand, c'est un viking anglais. Hein. C'est à nouveau ces contacts transmanche, c'est tout. Hein. Ça dépasse pas ça. Et c'est des gens qui viennent pas avec du matériel de chez eux, parce qu'ils viennent justement prendre du matériel, qui font du commerce. Donc, c'est des gens qui sont acculturés assez vite. Pour la Normandie, on doit avoir que 3 ou 4 éléments qui sont très clairement vikings. Certains trouvés dans les tombes, donc qui peuvent être plutôt des cadeaux diplomatiques ou des choses comme ça. Il y en a un deuxième, c'est un trésor monétaire, donc voilà, c'est des statuts particuliers. Par contre, il y a des gens qui viennent de loin. On a fait sur certains sites les mêmes travaux que ce qu'évoquait Rebecca à propos des isotopes, hein, et on sait qu'on a des populations, en particulier en Seine-Maritime, qui ne sont pas locales, voilà, qui peuvent venir d'Angleterre, voire même de plus loin. On a une personne qui pourrait venir du Danemark. Donc voilà, il y a des vikings qui sont là, mais les comprendre en termes archéologiques, c'est vraiment très compliqué. Ouais. J'ai fouillé un hivernage viking sur la commune d'Alizay, qui est connu dans les textes. Hein. On n'a rien de viking. Alors, strictement rien. à part des gens. Voilà. C'est décevant, mais cette déception, c'est aussi une information. C'est ça. Faut le prendre comme ça. Malgré tout, il y a toute une étude à faire sur ce qui reste d'origine scandinave en Normandie, parce que ça, c'est... En fait, ce qui nous reste, c'est à nouveau encore la mer. C'est-à-dire qu'on va avoir des toponymes, plein de toponymes qui sont vikings. Et ces toponymes, alors ça, bien sûr, ça a fait les choux gras de la littérature du XXe siècle. On en voyait partout, mais en fait, ils ne sont pas partout. On les a sur le bord du littoral. Et c'est des choses qu'on voit de la mer. Donc en fait, les Vikings sont arrivés avec des techniques maritimes qui étaient sûrement plus poussées que ce qu'on avait à l'époque. Ils ont donné des noms à des endroits qui se voyaient, qui servaient pour la navigation, et ces noms sont restés, tout simplement, quoi. Après, il y a un autre problème, c'est pas un problème, mais il y a eu un phénomène de mode quelques siècles après où on a redonné des noms vikings aux gens. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup bloqué la recherche sur les Vikings. Qu'est-ce qui reste à faire dans cette recherche, à part accumuler d'autres informations? Qu'est-ce qu'il y a à essayer de comprendre qui vous pose encore problème sur cet espace maritime, cette mer comme territoire? Dans votre fantasme absolu, Rebecca Pic, qu'est-ce que vous voudriez savoir et trouver? Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu plus sur comment ces personnes ont voyagé, dans le sens où qui voyageait. Est-ce que c'était juste quelques personnes de la communauté, ou est-ce que c'était des colporteurs? Est-ce que c'était des personnes qui faisaient les échanges? Est-ce que c'était des spécialistes, les artisans spécialisés? J'aimerais vraiment comprendre quelles étaient les connexions entre les différentes communautés. Voilà. Donc ça, peut-être un jour, quand nous aurons analysé ces sépultures, analysé les isotopes, notamment pour le strontium, peut-être on saura un peu plus comment les gens ont voyagé et quelle était la mobilité des personnes à l'âge du bronze. Donc ça, c'est mon rêve. Voilà. C'est Larcini. Moi, je pense qu'on a encore, il y a encore 90% des choses qui nous échappent, voire 99%. Donc, il faut continuer de collecter de la donnée. Hein. Là, les 3 dernières années, on a complètement modifié notre perception à l'échelle du Grand Ouest du Bronze Ancien. Donc, sur un tout petit laps de temps, hein, entre
1900 et 1700, on manquait de données, on ne comprenait pas bien comment ça se faisait, et voilà, on a sorti plein de sites qui nous permettent maintenant de comprendre comment fonctionne un territoire, comment fonctionne la société sur ce petit laps de temps de 300 ans, ce qui nous raccroche à une histoire européenne. C'est super intéressant parce qu'il y a des choses qui se passent à l'échelle européenne durant les mêmes dates, et donc ça veut dire qu'on peut encore prolonger cette recherche à ce degré de finesse sur les autres siècles qui composent l'âge du bronze et les autres périodes aussi. Donc il y a encore beaucoup de choses à trouver, et ce qui serait bien, c'est qu'on puisse fouiller un jour une épave en place avec des objets dedans qui proviennent d'un côté ou de l'autre côté, mais voilà, un peu comme on travaille sur les amphores pour l'époque antique, voilà, trouver des épaves avec des contenus, ça serait vraiment chouette, quoi. Donc, il y a ce que vous savez, tout ce que vous nous expliquez, ce que vous aimeriez savoir, et on va terminer juste par, est-ce qu'il y a encore des choses que vous ne comprenez pas? Parce qu'on vous connaît. Vous nous expliquez tout ce que vous savez, tout ce qui est cohérent dans vos découvertes, et ça, là, j'ai compris à quoi ça servait, le fléau, le machin. Est-ce qu'il y a encore des choses, des découvertes, et là, on n'y arrive pas? Ça, c'est un problème, ça ne rentre pas dans le schéma. Alors, c'est pas que ça rentre pas dans le schéma, mais je l'évoquais tout à l'heure avec le funéraire, par exemple, dans tout le domaine atlantique. Dès qu'on n'a plus d'inhumation et dès qu'ils font des incinérations, vu qu'ils ne nous mettent rien dans les tombes, et ben la société, elle nous échappe complètement. Voilà. Et on en vient même à dire, et je pense que c'est une aberration, qu'on a une société où la hiérarchisation sociale est complètement écrasée. Mais c'est une erreur d'interprétation, je pense. Voilà. Sauf qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir avoir un pendant à cette interprétation pour l'instant. Donc il y a encore plein de choses à... Ce côté normand, ça a peut-être bien que peut-être maintenant, on ne sait jamais vraiment, ça reste un peu flou. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez poser des... Oh bah oui, il y en a. Alors là, mais c'est merveilleux. Alors je ne sais pas comment on fait. On a... Super Pascal, merveilleux. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça passe et si on m'entend. C'est parfait. D'abord, je voudrais vous remercier... Cyril Marcigny, pour votre bande dessinée. Vous ne l'avez pas cité, donc il m'appartient de le faire comme rédacteur de la Cliothèque, donc le site de recension des clionotes d'une rive à l'autre, voyage au cœur de l'âge du bronze, donc avec le dessinateur Denis Renard. Alors si je la cite, cette bande dessinée, c'est d'une part parce que je pense qu'elle le mérite et que vous avez fait assaut de modestie, mais également parce que j'ai retrouvé dans cette bande dessinée énormément de propos que vous avez tenus, et ce que vous avez dit m'a beaucoup éclairé sur cette période. Alors, pour reprendre, je vais peut-être suivre la voie de celui qui a pu être pendant un temps mon confrère dans une vie antérieure, c'est-à-dire... Xavier Mauduit vous a demandé, nous connaissons ces hommes, nous savons ce qu'ils boivent, nous savons ce qu'ils mangent, nous savons comment ils s'habillent, nous savons comment ils se déplacent. Dans votre bande dessinée, vous nous évoquez un point qui m'intéresse tout particulièrement pour de multiples raisons, comment ces gens se battent. Parce que quand il s'agit d'échanges, on fabrique des armes. Vous avez parlé d'épée de l'âge du bronze, il y a des combats, vous avez parlé d'un archer qui se trouvait près du site de Stonehenge. Il fallait bien qu'ils défendent quelque chose. Donc c'est cette idée de société. Alors vous avez parlé d'une société où la hiérarchie pouvait être écrasée à partir de la réflexion qu'on pouvait faire, même si elle n'est pas forcément pertinente, sur les sépultures. Mais dans cette société, est-ce que l'on retrouve finalement ceux qui prient, ceux qui travaillent et ceux qui se battent? Et ceux qui se battent, c'est ceux qui accèdent au métal qui permettent de fabriquer des armes. Alors... je les ai évoqués assez brièvement. Oui, il y a des gens qui se battent. Il y a des épées, il y a beaucoup d'épées. Ça, c'est juste une carte des épées appartenant au monde atlantique. D'ailleurs, on retrouve à nouveau mon petit complexe Manche-Mer du Nord avec les épées de chaque côté, pour montrer qu'il y a du culturel même derrière les armes. Ces armes, on en a vraiment des quantités astronomiques. Elles ne sont peut-être pas tous liées à des combats. Voilà, il y a peut-être un statut derrière l'épée. Le porteur d'épée est un homme libre. Voilà, le porteur d'épée n'a pas un homme libre. Pourquoi pas, on n'en sait rien. En tout cas, on sait qu'ils se battent parce que depuis quelques années, il y a pas mal de travaux qui ont été faits sur l'armement. Sur le fil des épées, par exemple, on a des traces de coups. Là, ça se voit pas terrible parce que l'image est un peu pixelisée, mais vous avez des petites encoches. Donc voilà, c'est des épées qu'on servi. C'est des gens qui sont battus. On sait que c'est des gens qui ont des casques, qui ont des cuirasses pour certains. On a des boucliers, on a des cnémides. Donc il y a des gens qui ont des panoplies guerrières, qu'on peine à trouver quand même à l'échelle de l'Europe, parce que c'est des gens qui mettent des choses en dépôt, et il y a des régions qui mettent les casques en dépôt, des régions qui mettent les cuirasses en dépôt, des régions qui mettent les cnémides en dépôt. Les cnémides, c'est plus rare. Mais voilà, donc on a du mal à restituer les panoplies, mais lorsqu'on travaille à l'échelle d'Europe et qu'on regarde un petit peu les choses, on arrive à voir
qu'il y a des panoplies guerrières, donc il y a des armées, entre guillemets, en tout cas il y a des gens qui sont équipés. Et ces gens équipés, ils apparaissent à partir du XIIIe siècle. Voilà, on n'en a pas avant. Donc la spécialisation que j'évoquais tout à l'heure, artisanale, la spécialisation guerrière, elle se fait concomitamment. Il y a des gens qui ont pour spécialité d'aller combattre ou en tout cas d'être menaçants. On a eu la chance tout récemment de fouiller, il y a, je ne sais pas, 10 ans maintenant, en Allemagne, un premier champ de bataille de l'âge du bronze, qui date d'ailleurs de la fin du XIVe, début XIIIe, à Tolensee, en Allemagne, où là on a des centaines d'individus, des chevaux. C'est un passage à guet où les gens se sont battus. Donc on sait qu'ils se battent pour de vrai. On a la même chose au Danemark, en Norvège, sur un autre site qui s'appelle Sund, qui a été fouillé plus anciennement, qu'on a eu du mal à comprendre, où il y a des épandages d'os avec des traces de coups. Donc voilà, il y a des champs de bataille. Les gens se battent. Pas tout le temps, heureusement. Heureusement. Ouais, c'est super intéressant de dire ça aussi, parce que s'il y a bataille avec beaucoup de gens, ça va toujours dans ce sens d'une société. Ouais, et les isotopes sont utiles aussi sur un champ de bataille, parce qu'à Tolensee, ils ont commencé à faire les isotopes, et Strontium et compagnie, tout ce qu'a évoqué Rebecca. Et ben, les gens, c'est pas des locaux. Voilà. Il y a des gens qui viennent du Nord, il y a des gens qui viennent de Méditerranée, donc il y a la notion de mercenariat, pareil, qu'on mettait à l'âge du fer principalement. Et ben, c'est quelque chose qu'on va pouvoir commencer à discuter dès le bronze final. Madame. Bonjour, je m'étonne au regard de vos travaux que vous ne parliez pas du tout de la pêche, que ce soit en termes d'objets retrouvés ou en termes d'activité. C'est vrai, on aurait pu en parler. On aurait pu en parler, oui. Non, vous avez tout à fait raison de souligner ça. C'est vrai que dans l'alimentation, la pêche, oui. Alors, dans l'alimentation, en tout cas, en zone fluviatile, on peut par exemple trouver des objets en lien avec la pêche. Donc, par exemple, on peut retrouver des petits hameçons en bronze. Donc ça on va retrouver parfois. On a trouvé quelques exemples dans des sépultures du XIIIe siècle. Voilà. Et au niveau de l'alimentation, on peut assez facilement détecter la consommation de produits venant d'un environnement fluviatile ou maritime par les isotopes. En tout cas, pour moi, ce qui me concerne dans ma région, ils n'ont pas beaucoup consommé du poisson. Ça a existé pour un groupe de particuliers sur un cimetière. On a vu, pareil, donc autour du fin du XIVe, XIIIe siècle avant notre ère, on a vu sur un cimetière que les hommes ont mangé du poisson. Voilà. Mais les femmes, non. Voilà. Donc ça, c'est exceptionnel de trouver une différence comme ça. Mais c'est tout. Sur le littoral vraiment nord, là, on a des hameçons aussi, forcément. On a des espèces d'encre en calcaire, des grosses pierres percées dès qu'on est sur le littoral. Donc voilà, il y a des choses qui sont en lien avec les bateaux. On a des amas coquillés. Pas beaucoup, on en a quelques-uns, donc ils consomment beaucoup des berniques. Voilà. C'est pas très bon. Mais comme au néolithique, dans certains moments un peu de disette, ils doivent consommer du coquillage en très grande quantité, parce qu'on trouve des amas sur parfois 1 mètre d'épaisseur, qui sont datés par charbon de bois et qui datent bien du bronze. Voilà. En Bretagne, il y a la même chose, toujours dans des contextes très particuliers, sur les îles par exemple, les îles bretonnes ou sur les rares îles normandes. Voilà, il y a un rapport à la pêche, mais qui est quand même difficile à appréhender dans le détail. Il y a sûrement des interdits aussi au niveau de la nourriture, comme l'évoque Rebecca. C'est d'ailleurs incroyable, cette réflexion homme, femme, pas la même alimentation. Et la pêche, il pourrait nous sembler une évidence, au sens où on est près de l'eau. C'est pas si évident que ça, quoi. C'est pas si évident. Je pense que c'est difficile à détecter, surtout. Oui. Monsieur. Oui, votre travail suppose une banque de données. J'imagine que l'INRAP est en train de développer une base de données. Alors, à l'INRAP, on a un programme qui court depuis maintenant pas mal d'années, qui s'appelle l'enquête bronze. Voilà. On a une très très grosse base de données qui regroupe tous les sites bronze avec plein de fiches qui renseignent dans le détail jusqu'au nombre de tessons, au nombre d'os. Et c'est cette base de données qu'on interroge au quotidien pour pouvoir dresser nos cartes de répartition, etc. Régional ou niveau national ? National. Ouais. Et la base caviar ?
La base caviar est en lien forcément avec ça, mais voilà, c'est un peu sur la marge. La base caviar, elle ne va pas renseigner au même niveau que ce qu'il y a dans l'enquête bronze. Dans l'enquête bronze, je sais pas, il y a une dizaine de fiches qui permettent de renseigner chaque site. La base caviar, elle est beaucoup plus, c'est beaucoup plus une lecture macro. C'est quoi ça, cette base La base caviar? caviar, c'est une base qui est développée à l'intérieur de l'INRAP qui sert à archiver du coup nos données géomatiques. C'est à peu près ça. C'est bon, Dominique vers notre Garcia fait, président. ouais, c'est bon. Il confirme. C'est bon. Non mais c'est ça, c'est l'INRAP, c'est champagne et caviar, quoi. Bon, je trouve que tout est passionnant. Par rapport aux religions, je pensais que peut-être les sépultures où il y a des restes ou non, c'est peut-être lié à la religion et au changement de religion au cours des siècles. Les sépultures où il y a, pardon, quoi il y a... C'est le fait qu'il y ait des objets ou Alors. non, ou que le corps soit inhumé ou non. Est-ce que c'est lié à la religion? Probablement. C'est-à-dire que ce qu'on voit à travers l'âge du bronze, donc quand on part du 24e siècle jusqu'au, on va dire, 8e siècle avant notre ère ou 9e siècle avant notre ère, on voit en effet une succession de pratiques donc, qui vont se succéder, qui vont parfois coexister. Donc en fait, sans doute, hein, on ne connaît rien sur la religion proprement dite. On ne peut rien dire. On n'a pas de Dieu. On ne connaît rien sur... Il n'y a pas de... Il y a peut-être des dieux. Il y a peut-être des dieux, mais on n'a pas de traces. Donc c'est ça qui est un petit peu frustrant. Et puis on n'a pas de traces non plus de tout ce qui est... En tout cas, c'est pas comme à l'âge du fer où le cultuel est extrêmement... qui est plus visible, je dirais, dans le registre archéologique. Pour l'âge du bronze, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut qu'interpréter les données funéraires que nous avons. Voilà. Et nous préférons de ne pas... donc, on va parler beaucoup de différences de pratiques, etc. Par exemple, juste pour vous donner une idée, on peut trouver sur une nécropole on peut avoir des sépultures doubles, par exemple, d'une femme et d'un enfant. Et par exemple, on va trouver que la femme a été, donc la femme, probablement la mère, mais on ne sait pas, a été inhumée et l'enfant a été incinéré. Donc c'est très complexe, en fait, le domaine de la pratique funéraire et comment nous pouvons l'interpréter. Bon, il y a plein de façons de l'interpréter et les données renvoient à des informations qui sont très complexes et qui nous échappent, hein, et heureusement, voilà. Si on veut aller pister les dieux en fait, de l'âge du bronze, il faut aller chercher du côté des représentations rupestres dans le Val Camonica, par exemple, ou au Mont Bégaud, où là, on a des représentations qui sont peut-être des dieux de l'âge du bronze. Enfin, il y a des personnages qui sont en armes avec de la foudre au-dessus, des choses comme ça. Donc voilà, il y a peut-être des choses à aller chercher de ce côté-là. Et si on élargit un peu la focale et qu'on regarde ça à l'échelle de l'Europe, on sait que les canards, les cygnes, les chevaux, tout ça participe d'une riche iconographie où on va promener le soleil, en fait, on va le passer du jour à la nuit. Voilà, il y a des images qui sont répétitives sur plein de motifs différents. Donc il y a des dieux, il y a une représentation, mais qui est encore vraiment très compliquée à interpréter. Voilà. Alors, je vais faire une dernière remarque. En regardant les points verts, donc où il y a des lieux, je trouve que ça suit les rivières. Moi, je vois la Garonne, je vois le Rhône, je vois la Loire, la Seine, et donc aussi les points maritimes. Et moi, ça me rappelle la carte de France de géographie avec les fleuves et les canaux qui permettaient d'aller du nord au sud de l'Europe. Alors là, il faisait une partie peut-être en bateau, une partie à pied. Avec les canaux, et on a pu transporter plus de marchandises et plus lourdes. Vous avez tout à fait raison, et je pense que peut-être c'était plus facile de se déplacer en bateau qu'à pied. Ah bah, on échappe au loup. Voilà, c'est ça. Mais Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est ça. Y a-t-il encore des questions? C'est bon? En tout cas, on arrive de toute façon, va falloir libérer l'amphi, mais vraiment, merci à tous les deux. Merci vraiment beaucoup, Rebecca Pic et Cyril Marcigny. Moi, j'adore, hein, je me dis, si on retient que ça, que la Manche était comme un fleuve et que c'est des deux côtés la même chose, je me dis, mais j'ai gagné ma journée, quoi. J'ai croisé la reine des fléaux
et j'ai appris, j'ai cassé mes représentations. Merci beaucoup.